Bonjour les Bonjour Julien. Salut, enchanté Julien. Bonjour. Julien, Bonjour Julien. Donc ici, on ne mélange pas les torchons et les serviettes, on a mis les Juliens d'un côté. Voilà, team, C'est une espèce de... Les Juliens ensemble. Julien, avocat pénaliste. Tout à fait. Alors ça, c'est un métier. Ça, c'est un métier mystérieux. C'est un métier Alors oui, qui fait, qui fascinant. suscite plein de questions. Voilà, exactement. mais déjà peut-être la première, c'est quoi? Pourquoi pénaliste? Il y a plusieurs types d'avocats. C'est quoi un avocat pénaliste Voilà. Julien défendre que la famille Le Pen, C'est c'est une ça définition extrêmement large. Large, ouais. Parce qu'il y a plein de sortes d'avocats pénalistes. Bon, grosso modo, un avocat pénaliste, c'est quoi? C'est un avocat qui intervient en matière judiciaire, exclusivement sur des dossiers pénaux qui traitent concrètement des infractions. Et puis, dans toutes ces infractions, vous en avez plein de sortes. Vous avez des infractions très générales qu'on connaît toutes et tous, les agressions, les violences, bon. Puis, il y a des infractions qu'on connaît un peu moins, qui sont des infractions à l'environnement, des infractions économiques et financières. On parle parfois d'infractions en col blanc. Ouais. Donc voilà, le pénaliste, c'est tout ça et bien plus encore. Je vous ai pas présenté. Dites-moi, Julien, si je dis pas de bêtises. Donc, avocat pénaliste, ancien membre du Conseil de l'ordre du barreau de Paris, C'est ça. secrétaire général de l'Institut de droit pénal du barreau de Paris. Exactement. Je me trompe pas, je dis pas de bêtises. Pas du tout, c'est parfait. Et est-ce que j'enchaîne parce que vous dites. Donc en fait, c'est très large comme définition. Est-ce que vous êtes spécialisé? Ouais. Alors, moi, je fais du droit pénal général. Bon. Je fais de plus en plus de délinquance économique. Oh ouais. Et en parallèle, je fais, moi, ce que j'appelle, ça n'existe pas vraiment, mais du droit pénal de l'Internet, c'est-à-dire tout ce qui va être diffamation, harcèlement en ligne. Oh, alors, donnez-moi vos coordonnées. Alors, vous nous laissez votre carte avant de partir? Pas de problème. Et tout ce que je dis ici n'est pas payant. Je ne fais pas tourner le compteur. Donc, Ah oui, ça c'est un sujet qui vous intéresse? c'est un Ouais. sujet qui est très intéressant, qui est assez nouveau en réalité. Ouais. Parce que les choses ont très progressivement évolué, mais notamment avec l'arrivée des grands réseaux sociaux, en particulier Twitter devenu X, qui est devenu une machine à générer du machine à harcèlement. pure, Oh là, ouais. C'est tellement étrange que nous citions X Ça, alors. en matière de harcèlement. D'emblée. Mais pas spécialisé qu'est-ce qui se passerait avec l'algorithme de X? Il y aurait un truc qui marcherait pas? Je pose la On question, sait pas. j'ouvre le débat. C'est très intéressant. Donc, c'est et très vous avez intéressant. l'occasion de plaider des cas dans ce domaine. Tout à fait. Ne donnez pas d'exemple, bien sûr, parce que je Non, pense je que ne donne pas de nom, mais oui. ça m'est arrivé à la fois pour défendre des Intéressant. personnes qui se plaignaient de quelque chose, et puis à la fois pour défendre des gens qui étaient accusés de vrai. quelque chose. Oh, vous défendez Elon Musk. Non. Mais ça, comment on fait pour... parce que c'est la grande question sur les avocats, parce que évidemment, il y a des avocats des deux côtés. Exactement. Parfois, on est du côté plus de la défense, c'est parfois l'accusation. C'est la question. Est-ce qu'il C'est y, la il y a des moments où on va défendre l'indéfendable? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui est accusé de viol, meurtre, terrorisme, j'en sais rien, faut bien qu'il soit défendu en France, c'est obligatoire. C'est un Et du coup, droit. comment on fait pour le défendre dans ces cas-là? Ah, Si alors, on sait que là, les Je crois que c'est la question que tout le monde Mais se oui, pose. bah oui, est-ce qu'on concernant peut défendre un Julien, violeur? vous êtes habitué. Alors, j'y On suis doit- complètement on doit vous la habitué poser parce tout le que, temps. comme vous, j'ai des soirées de Nouvel An avec de la famille. Donc, évidemment, on me pose la question. Eh Mais en oui. réalité, ce que sous-tend la question, c'est est-ce que parfois, on a des problèmes de conscience? Oui. En fait, c'est Voilà. ça que dit, Est-ce qu'on que dort dit sur cette ses deux question. oreilles? Et en réalité, les choses sont assez simples. Parce que de deux choses l'une, soit la personne est innocente ou qu'il n'y a pas assez de preuves pour le condamner, auquel cas, il n'y a pas tellement de cas de conscience à défendre cette personne, soit au contraire, le dossier est purement et simplement accablant, et en pareille hypothèse, c'est quand même assez rare qu'on aille complètement contre un dossier qui est évident. Donc en réalité, celui qui a la charge de la preuve et qui doit supporter l'accusation, vous en parliez tout à l'heure Marie, c'est le procureur de la République. Et nous, on répond à cette accusation, soit elle est solide, fondée, et dans ce cas-là, ma foi, le rôle de l'avocat est d'assister son client, de l'amener peut-être à faire part de ce que fut sa vie ou de ce qui l'a amené à commettre telle ou telle infraction, ce qui pour les victimes, par ailleurs, est quelque chose d'intéressant puisqu'on comprend un peu la vérité. Soit au contraire, il y a un moyen de le défendre et il est plus qu'essentiel que l'avocat soit présent. Ok. Mais l'idée aussi, c'est que quand c'est accablant parce que la personne est coupable, etc., peut-être le rôle de l'avocat, c'est que la peine soit à la juste valeur aussi, c'est ça, non? Ah, exactement. Ah oui. À la juste mesure. À la juste mesure de ce qui a été Tout fait. à fait. Et ce C'est que ça je tiens son à rôle. préciser, c'est que souvent, quand une personne est peu condamnée et qu'on estime que, ma foi, la peine devait être plus importante, on dit « Ah, l'avocat. » Mais attendez, l'avocat ne juge personne. Ouais, c'est le tribunal. L'avocat, c'est la deuxième voie dans l'esprit du juge. C'est en quelque sorte l'hémisphère gauche Ouais, tout à fait. de son cerveau ou la deuxième balance de la justice, mais l'avocat ne condamne personne. Celui qui condamne, c'est le juge. L'avocat fait son travail, le procureur fait le sien, et à la fin, une décision est rendue au nom du peuple français. Julien? J'ai deux questions.
La L'autre, première, c'est vous parlez de dossiers où c'est accablant et où il n'y a quasi aucune chance que l'accusé s'en sorte. Du coup, en tant qu'avocat, c'est pas compliqué d'accepter ce genre de dossier-là. Ça fait pas tâche dans votre CV de dire bah oui, il a défendu un tel, il a perdre un procès, c'est pas embêtant pour un avocat. Non, pas du tout. Je crois que d'abord, un procès perdu, c'est pas forcément une personne condamnée. Un procès perdu, ce serait un échec par rapport à une peine projetée. Par ailleurs, on peut avoir un client qui est très durement condamné et pour autant l'avocat qui a fait un travail absolument remarquable, à la fois de pédagogie et d'argumentation. Et heureusement qu'on ne choisit pas les dossiers en fonction de la tâche que ça va faire ou ne pas faire sur le CV. Je ne suis pas du tout un commercial. Moi, mon objectif, c'est que la justice soit bien rendue, que mon client soit bien défendu. Et c'est la seule chose qui va guider mon activité professionnelle. Vous refusez parfois des dossiers, c'est possible de c'est-à-dire refuser. qu'on vous contacte pour une affaire et vous dites Non, oui. Oui, ça c'est complètement possible et Oui. c'est ce qui fait le charme de la profession d'avocat, c'est que c'est avant tout une activité libérale. Et en réalité, sans même parler de clause de conscience, en fait, on prend les dossiers qu'on veut. Autrement dit, moi, ça m'est arrivé de refuser des dossiers. C'était pas tellement parce qu'ils me plaisaient pas, c'était essentiellement parce que j'estime que j'ai un devoir de compétence. Je ne sais pas tout faire. C'est un peu comme les médecins. Si demain on a un problème au poignet et que moi je suis spécialisé en cheville, il va de soi que je ne vais pas prendre le patient. Là, c'est un peu pareil. Si quelqu'un vient me voir pour un problème de contrat, je vais lui conseiller quelqu'un d'autre parce que je veux qu'il soit bien défendu. Ok. Et est-ce que, pardon, Non, mais juste ma deuxième question qui était à la suite de la première, c'était pour les cas de conscience. Admettons, vous acceptez un dossier. Parce que, mais vraiment, ça vous met mal à l'aise parce que l'accusé est accusé de trucs terribles, mais vous l'acceptez parce que vous vous dites, bon, finalement, il y a de toute façon peu de chances qu'il s'en sorte, machin et tout. Est-ce que vous plaidez du bout des doigts? Est-ce que vous prenez ça un petit peu en disant, bon, je vais pas trop me casser sur cette affaire-là parce que de toute façon, qu'il finisse en tôle, c'est très bien comme ça? Alors, en réalité, la relation avocat-client repose sur quelque chose de très simple, qui nous lie le plus possible, c'est la confiance. Ouais. Moi, je propose une stratégie avec... mais ok. On va y venir. Ça va être intéressant, cette question sur l'argent, qui est la deuxième question la plus posée après, comment tu fais pour défendre un pédophile. Voilà. C'est combien c'est pour défendre un pédophile? Exactement. Mais si vous voulez, la question de la conscience sur cet aspect-là des choses, c'est qu'en fait, nous, on propose une stratégie avec à notre client. Il est libre de l'accepter ou non, et on est libre nous-mêmes d'accepter ou pas celle qu'il veut nous proposer. Oui. Mais alors, quand il y a conflit, moi, je rends le dossier. Ah ben voilà. Voilà. Soit la stratégie du client est pertinente parce qu'il va m'apporter un élément qui va peut-être me permettre d'avoir une autre vision du dossier. Soit j'estime que cette stratégie n'est pas pertinente et moi, mon choix, mais ça c'est personnel à chaque avocat, c'est plutôt de lui dire, écoutez monsieur, on a une divergence de vue sur la stratégie, vous seriez mieux défendu par quelqu'un qui est peut-être plus d'accord avec vous que moi. Voilà, tout simplement. J'ai un témoignage intéressant qui va dans votre sens. C'est Chaussette Live. Sur Twitch, on a des jolis pseudos. J'ai travaillé 2 ans sur l'émission Face au juge en Belgique. Et des fois, on sentait que l'avocat, effectivement, savait que son client était fautif et que il va plutôt essayer de réduire la peine plutôt que de chercher à prouver une innocence qui est impossible à prouver, quoi. Donc bien sûr, et puis c'est pas du tout un gros mot de dire que notre client a commis des faits répréhensibles. Le tout, c'est que le client soit informé de ce qu'on va plaider. Ça, c'est quelque chose de très important, toujours cette notion de confiance. Et aller contre le dossier, c'est de toute façon très compliqué. Et le premier à en subir les conséquences, c'est le client lui-même. Voilà. Avant de parler des sous, parce qu'en général, on finit par ça. Combien on gagne quand on est avocat, avocat pénaliste? Je pense que c'est très divers. Les études, quelles études on fait? Est-ce qu'il y a différentes voies pour devenir avocat pénaliste, par exemple? Est-ce que c'est long? Alors, les études, le point de départ est assez simple. C'est un Master 2 en droit. D'accord. Ensuite, on passe un examen d'entrée dans un centre régional de formation de la profession d'avocat. Il y en a plusieurs en France. Il y en a plusieurs en France. Il y en a pas beaucoup, un peu plus, une vingtaine peut-être. Ah, quand même, ok, d'accord. Et ensuite, on passe le CAPA à l'issue d'une formation de 18 mois à l'école. Et le CAPA, c'est le certificat d'aptitude à la profession d'avocat qui nous permet de prêter serment et d'être inscrit au tableau. C'est ce qu'on appelle le barreau ou pas? C'est ce qu'on appelle le barreau. Pourquoi on appelle ça le barreau, d'ailleurs? Je me suis toujours posé la question. Et le bâtonnier, il y a un lexique. Alors, le bâton, c'est vrai qu'il y a un lexique extrêmement complexe. Et en plus, tout le monde n'est pas d'accord sur le lexique. Notamment sur la robe et les boutons. Vous savez, on dit qu'il y a autant de boutons que l'âge du Christ. En fait, il s'avère que c'est pas du tout vrai. Certains plaident que finalement, cette robe est inspirée des soutanes des prêtres. C'est pas vrai. On ne sait pas, en fait. Il y a un énorme historique. Il y a certains professionnels de la question qui sont bien meilleurs que moi. Il y a des réponses. Voilà,
là, pareil, l'hermine, les Parisiens ne portent pas l'hermine blanche derrière. Certains disent que c'était en solidarité avec tel ou tel avocat, d'autres que c'était un signe de manifestation contre Napoléon. Donc en fait, il y a énormément d'explications. Je trouvais ça joli, en fait. Et puis en plus, il y a tout ce truc où on a la culture judiciaire américaine dans les films et les séries qui fait que les gens confondent aussi. En France, il n'y a pas le marteau, il n'y a pas objection, il n'y a pas tout ça. Exactement. Ça n'existe pas. C'est super que vous le disiez parce que pour le coup, il y a dans notre monde un peu, enfin dans votre monde des streamers, des créateurs, on voit une chose, c'est les tribunaux des bannis. Oui, c'est vrai que il y a des versions live qui sont organisées. Je ne sais pas si on peut dire le nom d'autres streamers, mais par exemple, bien sûr. Squeezie organise avec Gotaga, un tribunal des bannis, et c'est assez amusant parce qu'il l'emprunte de la symbolique judiciaire américaine, notamment avec le marteau, la notion d'objection qui n'existe pas en France. Votre honneur, voilà, typiquement. Nous, on n'a pas le marteau, nous. Non, nous, on n'a pas le marteau, on ne fait pas d'objection, et le président du tribunal, c'est Monsieur le Président, Madame la Présidente, certainement pas votre honneur. Pardon. Alors, vas-y. Mais juste un truc pour ceux que ça intéresse et qui veulent découvrir aussi la justice française, on peut aller voir des procès. C'est ouvert. C'est gratuit, ouvert, on va au tribunal. Non, pas tous. Il y en a très peu des huis clos. 95% des procès se tiennent publiquement. J'y étais il y a 2 jours. Pour découvrir un procès, ton procès. Ça va, tes vacances. Ah oui, j'étais dis pas tout. Moi, il y a 2 jours. Je vais vous dire raconter toutes les histoires. Non, mais c'est vrai que en général, là où on va, c'est aux comparaisons immédiates. Qui sont en fait des audiences qui se tiennent tous les jours au tribunal judiciaire de Paris, sauf le dimanche. Et les affaires s'enchaînent, il y en a une dizaine par jour, et on voit une palette très impressionnante d'infractions, de personnalités. Et là, il y a des gens qui viennent voir. C'est incroyable. Attends, si vous avez du temps, allez-y. Pardon pour le parallèle. Génial. Pardon pour le parallèle, mais là j'ai un truc qui est très trend en ce moment. Vous savez, il y a des bourses au colis non distribués. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que en fait, les gens vont acheter un colis sans savoir ce qu'il y a dedans. Tu vois, et je me dis que les gens qui vont dans ce type d'audience, la diversité des affaires, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Oui, c'est écrit devant. Ils disent, il y a le menu. Oui, au tribunal de Paris, par exemple. Incroyable. Il y a. Alors, c'est un peu. Le chef vous propose. Mais exactement. C'est même. On dirait qu'on prend l'avion. Parce que déjà, au départ, tu rentres, tu passes la sécurité exactement comme tu prends l'avion. Et là, il y a des écrans avec, dans les différentes salles d'audience. Tu choisis ton programme. Et devant la salle, il y a le résumé. Enfin, il y a les accusés, pourquoi ils ont. Enfin, on ne dit pas accusés d'ailleurs. Enfin, je crois qu'il y a plusieurs termes. C'est prévenu au correctionnel. Et il y a pourquoi, la raison, etc. C'est incroyable. Et tu peux rentrer, tu peux passer une petite partie, aller voir une autre salle. Mais toi, tu le fais? Alors, je l'ai fait dans le cadre d'une vidéo. Pour le travail. Là, il y a 2 jours, je l'ai fait. J'ai suivi l'affaire du sénateur Joël Guerriau, qui a. J'étais dans la salle, justement. Il vient d'être condamné. Il vient d'être condamné, tout à fait. J'étais dans la salle. Et donc, parce que je suivais une journaliste. Bref, qui a drogué, pour ceux qui n'ont pas la rêve, qui a drogué pour tenter de la violer, une députée. Voilà, et il vient d'être condamné. Mais il vient d'être condamné. Sa défense est... sa défense, voilà, là aussi on peut en parler. Je l'avais mis la veille, c'était pour moi, c'est parce que j'étais un peu stressé. C'est un pote qui m'avait donné. Je me suis trompé de verre. Moi, j'ai entendu expliquer tout ça. C'est niveau primaire. Bon, je l'ai pas tapé. C'est vrai que parfois, il y a des explications qui paraissent incroyables et qui sont pourtant bien réelles. C'est-à-dire qu'on sait que un certain nombre de drogues sont très volatiles, et on le sait notamment avec les consommateurs de cocaïne, qui se font retirer la garde de leurs enfants, parce que le simple fait qu'ils aient consommé, qui portent sur eux quelques résidus, peut empoisonner les enfants. Il y a d'ailleurs un film sur ce thème qui est très intéressant. Et alors moi, je ne connais pas du tout le dossier de M. Guerriau, donc je ne le commenterai pas, mais c'est vrai que parfois, dans les dossiers, on a des explications incroyables qu'on n'imaginait pas possibles, qui pourtant s'avèrent être matériellement vérifiées. C'est tout ce qui fait le sel d'ailleurs de ma profession, c'est qu'on voit des choses incroyables. Marie, tu voulais te poser une question? Oui, moi, c'est une des raisons qui m'a fait quitter les études de droit. Marie a fait du droit. Oui, en fait, vous l'avez dit tout à l'heure, que justice soit rendue. Et en fait, il y a la loi, il y a ceux qui créent la loi, et il y a le juge qui est la bouche de la loi. Et pendant toutes mes années d'études, enfin mes peu d'années d'études de droit, j'ai compris qu'en fait, un jugement qui était rendu n'était pas force de loi. Et qu'en fait, quand vous dites que vous êtes l'hémisphère gauche du juge, qu'il y a plusieurs personnes dans leur âme et conscience qui défendent un point, qui argumentent, qui viennent finalement améliorer la loi, qui a été écrite sur un texte, mais là, il y a un cas pratique, il y a des gens qui la défendent, il y a des gens qui la mettent à l'épreuve, que c'est moins de force que la loi, ça me frustre.
des fois, il y a des décisions de justice qui sont plus justes que le texte. Tu parles de la jurisprudence, finalement, non? Ouais. C'est ça, Marie? Et pourquoi la jurisprudence, en fait, des fois, ne vient pas, justement, améliorer cette loi, etc. Et ça m'a créé une frustration. Alors, et je ne sais pas comment vous le vivez nous, on en le tant vit que pas juriste. bien. Quoi. Parce qu'en fait, ce qui nous pose problème avec le temps, en tout cas moi c'est un constat que je fais, ça n'engage que moi, mais c'est que la loi est de plus en plus mal écrite. Ah oui? Malheureusement. Ah. Elle crée des confusions, elle est profusionnelle, on en voit partout et les gens n'y comprennent plus rien. Voilà. Et nous, en matière pénale, on dit que la loi pénale doit avoir une fonction expressive, c'est-à-dire qu'au-delà du fait de réprimer, de dire ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit, elle doit pouvoir être comprise. Oui. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et quand important. vous dites qu'elle est mal écrite, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qu'on veut dire là? C'est parce qu'elle est trop vague, trop floue, au contraire, trop précise, parfois, trop complète. En voulant être trop précise, elle est trop vague. On a eu le problème avec la notion de coercition, qui est peut-être quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler. En fait, on peut mettre tout et n'importe quoi là-dedans. Ouais. C'est assez compliqué. Moi, à titre personnel, j'étais vent debout contre la nouvelle définition du viol, parce que j'estimais que le terme consentement était un terme qui pouvait prêter à confusion. Et tout ça naît d'un travail de longue haleine, qui consiste à dire, pour ma part, qu'en réalité, il vaut mieux parler de volonté. Voilà, parce que consentement. Que consentement. Consentement, chez nous, les professionnels du droit, ça renvoie à la notion de consentement du contrat. Ce qui est un piège énorme, parce que précisément, on pourrait craindre, comme aux États-Unis, qu'on signe des contrats et qu'ensuite, plus personne n'ait rien à dire sur le... peut plus être attaqué. Et il y a des nuances, parce qu'on me répondra, mais oui, mais c'est pas parce qu'il y a un contrat qu'il n'y a pas... Bien sûr, mais en réalité, le but de la loi étant d'être expressive, si vous mettez un mot à la place d'un autre, vous vous exposez à ce qu'il y ait une ouverture vers une qualification pénale, quand bien même le juge dira oui, mais c'est pas parce qu'il y a un contrat qu'il n'y a pas viol. Il y a peut-être viol. Des fois, on dit oui, mais en fait, ce oui est un non. Et c'est la vraie notion de volonté et pas de consentement. Des fois, on donne son consentement, mais il n'est pas libre et éclairé. Exactement. Moi, mon parti, c'est de parler de volonté, parce qu'au-delà de ça, la volonté libère. Et en droit, le consentement oblige. Quand je signe un contrat avec quelqu'un, je suis obligé de remplir les obligations qui sont stipulées au contrat. Alors que je peux changer d'avis. Dans le cas, la par volonté exemple, plus, voilà. Ouais. Et puis bon, il y a plein de jurisprudence, il y a plein de travaux qui sont très intéressants à consulter, mais c'est juste pour vous dire que parfois la loi ne remplit pas vraiment son rôle, et je pense que les députés, sénateurs, autrement dit le Parlement, devraient quand même se pencher sur la clarification d'un certain nombre de textes. Et pour revenir à la vie quotidienne d'un avocat pénaliste, par exemple, comment on obtient ces affaires? Est-ce que c'est en général directement les clients qui vous appellent? Est-ce que parfois c'est l'avocat qui peut même s'intéresser à une affaire et proposer ses services? Comment ça se passe? Alors l'avocat n'a pas le droit de faire de la publicité généralisée. Ah oui, ça juste. Oui. En France, il peut faire de la sollicitation personnalisée. Oui, mais pas généralisée. Voilà, ça c'est la première chose. Dès lors, comment fait-il? Bon, oui, il peut quand même communiquer. Pour se faire connaître. Il a le droit d'aller sur Twitch, il a le droit de répondre à des interviews. Par ailleurs, les avocats se recommandent beaucoup entre eux. Typiquement, un client vient me voir, j'ai un problème de contrat, j'aurais forcément un nom d'avocat à lui donner. Okay. Il y a le bouche à oreille, la réputation, il y a certaines entreprises qui font des appels d'offres. Donc voilà comment on construit. On dit parfois que certains avocats acceptent des affaires parce qu'elles savent qu'elles vont avoir un retentissement médiatique qui va aussi faire connaître leur travail. Oui. Ça se dit. Oui, bien sûr, il y a des avocats qui finir ministre après, tu veux dire tout. Non, mais... Il y a des avocats connus. Il y a même des gens, certaines affaires, les gens ont plusieurs avocats aussi. Oui, ça arrive, parfois parce que l'affaire est très complexe. Par exemple, dans les gros dossiers de fraude fiscale, vous allez vraiment avoir un aspect procédure pénale, droit pénal pur, et de l'autre, quand même, des notions de fiscalité qui sont extrêmement complexes, et on en revient sur la clarté de la loi, qui vont exiger peut-être à ce qu'on prenne un avocat qui fasse un peu moins de pénal, mais un peu plus de fiscalité. Voilà. Petit sourire dans le chat, parce que je vois que vous connaissez quand même l'univers, notamment de Twitch et des créateurs de contenu. Mister V, vous connaissez? Oui. Les pizzas de la maman, tout ça. Donc, question de pas d'accord, est-ce que le « voilà, c'est pas moi » de Mister V et de jurisprudence. Alors, je ne sais pas si vous avez la référence. Alors, j'ai pas la référence. C'est un sketch où il cope un avocat pénaliste et l'un des accusés lui dit à la cour voilà, non, il est juge, pardon. Et l'un des accusés dit voilà, c'est pas moi. Et il dit bon, donc c'est pas lui. Donc jurisprudence. Si c'était aussi simple. Seulement, c'est pour que ça dépend du côté de la barre on se trouve. Hein, mais le sketch est juste. Pardon, j'ai une question. Mais est-ce que du coup, vous êtes, je suis très aux argent apparemment, mais c'est une question importante. Mais voilà, c'est important. C'est essentiel. C'est est-ce que vous gagnez plus
si vous réussissez, enfin vous gagnez les procès ou pas, ou ça n'a pas de lien, et quoi qu'il arrive, c'est un forfait. Ça peut. En fait, dans certains dossiers, on peut prévoir ce qu'on appelle un honoraire de résultat, c'est-à-dire qu'en plus du forfait qui est payé de base, on peut prévoir un pourcentage de la somme qui va être obtenue. En général, ça se fait plutôt dans les dossiers où il y a de l'argent à gagner. Du civil. Voilà. Ça pourrait intervenir sur la base d'un résultat en pénal, mais ça me paraît plus compliqué puisque celui qui est accusé n'a pas vocation à percevoir une somme d'argent. Et s'il en perçoit une du fait, par exemple, d'une détention non justifiée, elle est souvent trop faible pour justifier. Donc, dans certaines affaires, il peut y avoir une partie des honoraires qui est liée au résultat. Exactement. C'est encadré, ça, ou c'est... Oui, c'est encadré. Il y a 2 règles en France. D'abord, la première, c'est qu'il est interdit de proposer un honoraire qu'au résultat. C'est ça, c'était ma question. Ça, c'est la première chose. Ça m'arrange pas, tant pis. Et la deuxième chose, il ne faut pas que l'honoraire soit complètement disproportionné, par exemple. C'est encadré. Ah oui, c'est quand même un minimum encadré, parce que si je prends 70% de ce qu'a gagné mon client, quelque part, oui, ça peut être un peu problématique, parce que j'absorbe le gain que je suis censé lui apporter. Donc le bâtonnier, qui est le chef des avocats, contrôle les honoraires si une personne se plaint d'un excès de son avocat. Et le moment où vous acceptez un dossier, et le moment où vous allez plaider, et le moment où sera rendu le jugement, des fois il se passe des années. Comment ça se passe justement au niveau de votre forfait, etc. Parce que vous, c'est autant de temps passé Bien sûr. sur le dossier, etc. Donc, vous avez complètement raison de le souligner, parce que une décision peut être rendue très vite, comme elle peut être rendue après 10 ans. Oui. Ouais, j'ai eu le cas il y a 2 semaines. Voilà, on était à 9 ans de procédure. Oh là là, Et du coup, un travail au total sur ce dossier qui ne peut pas être prévu à l'origine, quoi. Non, on ne peut pas être prévu à l'origine, ce qui est souvent très compliqué. Donc, en réalité, il y a 3 manières de procéder. La première, c'est un forfait, et puis on prend notre risque. En prévoyant une clause, le cas échéant, si vraiment c'est trop long, si vraiment c'est trop dur, c'est comme un viager supplément. Oui, c'est ça. À Paris. Sinon, c'est à l'heure, quoi. Sinon, c'est à l'heure. Et il y a aussi l'entre-deux, moi que j'aime bien parce que nos clients sont parfois des entreprises, mais c'est souvent aussi des particuliers, donc il faut qu'ils aient une visibilité, c'est normal de leur proposer. C'est un forfait par acte. On leur dit à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est temps. Donc c'est un peu un entre-deux qui leur permet d'avoir une visibilité. Et le tout, c'est de bien tout leur expliquer et de protéger à la fois son client et se protéger soi-même, parce qu'un avocat qui ne gagne pas sa vie finit par plus avoir les moyens de sa défense. Et la défense, ça peut être parfois très long, très compliqué, demander des expertises, faire des recherches soi-même dans un téléphone portable pour chercher ce que le policier n'aurait pas vu. Ça engage parfois des frais. Donc une défense peut être chère. Les étapes clés, pardon, vas-y. Pourquoi, je pense à ceux qui nous regardent et qui, pourquoi pas, pensent à ce type de carrière. Les étapes clés de la préparation d'un procès pour un avocat pénaliste, ce sont lesquelles ? Alors, elles sont vraiment très diversifiées parce que ça dépend vraiment de la nature des dossiers. Mais concrètement, il y a plusieurs moments. Le premier moment, ça va être celui de la rencontre avec le client, la récolte des pièces, la préparation de la stratégie et ensuite la défense devant le tribunal. Parfois, c'est un peu plus complexe, notamment en matière pénale, puisque vous pouvez avoir une rencontre avec le client, une garde à vue, une enquête préliminaire, l'ouverture d'une instruction, une décision en première instance, l'appel, éventuellement à la Cour de cassation. Donc, c'est très diversifié. Et selon les domaines aussi, il y a des avocats qui gagnent mieux leur vie que d'autres. C'est pas un salaire fixe, mais même selon les domaines, je crois que si les gens qui sont plus dans les avocats de la finance, ils gagnent beaucoup mieux que de droit des familles ou un truc comme ça, non ? Et puis il y a les commis d'office aussi. De toute façon, il y a une règle qui existe chez nous pour définir les honoraires. C'est notamment que ce soit en proportion de la fortune du client. Voilà. Donc on doit adapter. Donc ça, c'est une règle. Ça, c'est une règle. Il vaut mieux aller défendre les riches, incontournable. Du coup. Conclusion, plus vos clients sont riches, plus potentiellement, vous pouvez, à dossier égal, gagner d'argent. Voilà. Donc, mais c'est pas du tout anormal. Moi, je trouve ça très bien que ce soit proportionné à la fortune du client. Oui, mais de notre côté, est-ce que les gens, est-ce que les avocats ont un intérêt de défendre les pauvres à ce moment-là, puisqu'ils vont pas gagner beaucoup d'argent ? Alors après, il y a plein de manières de faire, mais c'est vrai que souvent, on ne regarde pas tellement... c'est pas un élément essentiel. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que globalement, on se débrouille pour compenser. Oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, je fais vraiment les deux. Je défends... Je suis encore parfois commis d'office dans les dossiers. Je le fais rarement, mais je le fais encore. Je prends encore parfois des dossiers très bas, voire à l'aide juridictionnelle. Je le fais encore et je compense avec des clients qui sont un peu plus fortunés. L'idée, c'est d'avoir un bon... Des streamers.
Voilà. Non, mais ça me le sent comme système. Ouais. Commis d'office, on vient d'utiliser une expression très importante. On va expliquer peut-être commis d'office. Comment ça se passe? C'est qui vous dit à un moment que, cette affaire, elle est pour vous? Alors c'est notre chef, c'est le bâtonnier qui nous commet d'office pour une personne qui n'a pas d'avocat. En général, cette personne n'a pas d'avocat parce qu'elle n'a pas les moyens d'en trouver un. C'est le cas le plus fréquent, mais il y a aussi des avocats qui sont commis d'office et qui se font directement payer par le client. Souvent, on dit que les avocats commis d'office ne sont pas bons, alors on entend un peu tout et n'importe quoi. Qui sont débutants dans leur carrière. Qui sont débutants. Jeunes, oui. Alors, c'est pas forcément vrai. D'abord parce que nos jeunes sont brillantissimes. Ils sortent de leurs études, ils ont plein de réflexes, ils sont très impressionnants. Et au-delà de ça, il y a beaucoup d'avocats qui, encore aujourd'hui, sont commis d'office alors qu'ils ont une longue carrière derrière eux. Et en tout cas, à Paris, c'est le cas. Les avocats se parlent beaucoup entre commis d'office, tant et si bien que les plus anciens font la transmission avec les plus jeunes et les plus jeunes inspirent les plus anciens pour mettre à jour leurs pratiques. Donc nous, à Paris, je trouve que c'est plutôt un cercle vertueux et je pense que c'est un peu comme ça dans tous les autres barreaux de France. Et les avocats de commis d'office sont des avocats à part entière qui font bien leur travail. Et c'est assez transparent comme procédure. La façon dont le bâtonnier va choisir de donner une affaire pour un commis d'office à un avocat, c'est assez transparent parce qu'on a l'impression que à vous écouter, il décide dans son coin et on ne sait pas trop comment ça se passe. Non, il ne décide pas dans son coin, c'est-à-dire qu'en fait, de plus en plus, il y a des listes de volontaires qui sont établies, notamment en pénal. Et en pénal à Paris, les avocats sont sélectionnés. Il y a un concours préalable qui suit une formation. Et ensuite, c'est un algorithme qui désigne les avocats pour que chaque avocat soit désigné en même nombre par an, pour que ce soit complètement équitable entre les 2000 avocats, 1200 avocats qui composent cette liste, sachant qu'on est 35 000 à Paris. Votre moment préféré dans une affaire? Est-ce que c'est la plaidoirie? Quand il gagne. Quand il gagne. Non, mais c'est vrai. Je crois alors moi, j'adore la plaidoirie. C'est vrai que j'aime énormément ce moment où on présente son travail en réalité, parce qu'avant de parler des faits de manche, qui se font de moins en moins d'ailleurs, notre métier est de plus en plus technique, c'est finalement la présentation de notre travail. C'est l'aboutissement de ce qu'on fait. C'est comme quand on prépare une émission ici, il y a un script, on prépare les invités, puis à la fin, voilà, le résultat fini, c'est ça. Mais en réalité, moi, j'aime aussi beaucoup le relationnel client. Je trouve que quand on a un client qui se sent bien accompagné, par exemple, c'est quelque chose d'extrêmement satisfaisant, quel que soit le client d'ailleurs. Donc c'est des moments que... Et j'aime tous les moments de mon métier. Je pourrais en faire la promotion pendant des heures. Mais ça se sent... C'était une vocation, c'est-à-dire complètement. Enfant? Ah ouais, complètement. Je crois qu'il y a deux choses. J'essayais d'y penser tout à l'heure parce que je regardais ce que vous disiez sur les gens qui changent de carrière. Et moi, de mon côté, ça a commencé, je crois, devant Tribunal et 4 divorces, qui était une émission dans les années 90. Quand ma mère repassait, moi j'avais quelques années, je regardais ça. Non, je me souviens. Bah oui, je me souviens. C'est les années 90, moi j'étais vraiment petit. Puis la deuxième chose, je crois que c'est les punitions générales à l'école. Ça générait chez moi un sentiment automatique d'injustice. Punitions générales pour tout le monde. Ouais, alors qu'on savait, qui était le coupable quand la maîtresse avait le dos tourné. Et on avait cette frustration de ne rien dire, solidarité entre élèves, mais dans le même temps, on n'était pas content d'avoir la punition. Et ça a toujours généré chez moi un sentiment d'injustice. J'adore. Et j'ai toujours eu cette envie de réparer cette injustice. Vous étiez injustice. délégué à l'école, non? Non, du tout. Par contre, j'étais plutôt timide. Donc, en fait, les responsabiliser, ça me faisait un peu peur. Et puis, progressivement, je me suis mis à l'associatif. Et puis, vous savez, parfois, on prend on prend la place qu'on nous donne. C'est-à-dire qu'on peut avoir une personnalité dans la vie, puis au moment où on se retrouve devant les projecteurs, devant une barre ou ailleurs, là, on prend la place qu'on nous donne. C'est une persona différente. Et c'est pour ça que moi, je suis très content de faire cette émission, parce qu'au-delà de ça, on peut rappeler ça à nos jeunes qui nous regardent, qui voudraient devenir avocats en se disant « mais moi, je ne suis pas éloquent, je suis pas... » D'abord, la profession d'avocat n'est pas qu'une profession d'éloquence. Il faut être travailleur, il faut être précis, il faut être humble, résilient. Donc en fait, il n'y a pas besoin de tout avoir à la fois forcément, on apprend beaucoup. Et l'éloquence, comme l'apprentissage par cœur, ne sont pas l'alpha et l'oméga de notre profession. Par ailleurs, quand bien même une personne au départ qui se croit pas éloquente voudrait plaider, ça n'est pas grave. En général, on se révèle quand on est bien encadré, et au-delà de cette révélation, les choses s'apprennent. Voilà. C'est comme les maths. Les maths, on me disait toujours quand j'étais petit, c'est 99% de transpiration et 1% de talent. Oui. C'est exactement pareil, je pense, pour beaucoup de professions. C'est le cas de la profession d'avocat. En tout cas, on sent la passion. Moi, je me permettrai, avec votre autorisation, de demander à la production qu'on me donne vos coordonnées. C'est clair, je prends aussi. Parce que vous nous avez dit que vous commencez à plaider des affaires liées au monde d'Internet, notamment au harcèlement. Voilà. On connaît tous...
Quelqu'un qui s'est fait harceler? Non, mais on a tous le quotidien des créateurs de contenu qui est parfois compliqué dans leur gestion aux rapports sociaux et au pseudonymat et à l'anonymat. Voilà, et à un moment, je pense qu'il faut rappeler à une partie du public que Internet, ça n'est pas le Far West et qu'il y a des règles. Et donc, avec votre autorisation, je me permettrai de demander vos coordonnées à la prod. Avec plaisir. On a le temps encore pour des questions, c'est passionnant. Alors, je demande à Paul. Oh, une ultime question, me dit Marie. Okay. Une ultime question. Est-ce que tu as une autre question? Vas-y. C'est pour Marie. Il me semble que quand on qualifie les infractions, si par exemple il y a eu plusieurs infractions, quelqu'un qui a braqué une banque ou qui est rentré dans un domicile par effraction, qui a tué quelqu'un, mais qui l'a violé avant, enfin il y a plein d'infractions. En droit français, on garde la plus grave. Il n'y a pas de cumul comme aux États-Unis. Est-ce que ça, c'est pas frustrant quand même? Ah oui. Alors, oui et non. Là, vraiment, c'est un débat juridico-philosophique. C'est terrible. Je savais pas ça. Simplement, moi, dans ce genre de cas, je me dis à quoi sert la peine? Bon, elle sert d'abord à éloigner la personne du milieu pour éviter qu'elle recommette un certain nombre de faits. Elle sert à punir. Elle sert à réinsérer. Quelle réinsertion on donne à quelqu'un qui finalement serait condamné avec 140 ans de prison? On a toujours tendance à dire justice laxiste. Il y aurait d'un côté les gauchistes, de l'autre les droits tardés. Non, mais en fait, tout n'est pas binaire dans la vie. Et je pense qu'en réalité, aujourd'hui, notre système est excellent d'un point de vue philosophique et juridique. Simplement, on a trop peu de moyens pour l'appliquer. En réalité, si le système fonctionnait parfaitement, même un pire criminel, on pourrait le réinsérer et il pourrait, en dehors de la prison, ensuite, une fois qu'il est sorti, une fois qu'il a fait ses 30 ans, payer sa dette à la société et continuer de la payer. Il serait plus efficace comme ça, plutôt qu'en étant enfermé à vie, à ne servir à rien et à coûter de l'argent. Est-ce qu'il y a un coût? Et je pense qu'il faut ni supprimer complètement les peines privatives de liberté, parce qu'au début, il faut éloigner la personne qui est potentiellement dangereuse, ni de l'autre, oublier cette exigence de réinsertion qui fait toute la noblesse de notre système, à mon avis. Est-ce que c'est pas nier quand même le statut de victime à quelqu'un qui a été violé, par exemple, sur le lieu où a été commis un crime? Finalement aussi, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à réfléchir sur non, on ne met pas complètement de côté cette infraction, on la considère, on met des mots dessus et on la fait exister dans un tribunal. Alors, c'est extrêmement pertinent comme réflexion parce qu'en réalité, le statut de victime, il n'est pas du tout nié puisque la personne est condamnée pour chaque infraction individuellement. Simplement, on ne va pas cumuler les peines. Et dans ce que je vous exposais, c'est très intéressant parce que la personne en prison ne peut pas indemniser la victime. Par exemple, on parle de viol. Aujourd'hui se développe l'expertise psychologique, psychiatrique. On peut arriver à des viols dont on s'aperçoit que médicalement, ils ont des conséquences dramatiques à très long terme sur la vie de la personne qui peuvent se chiffrer parfois à des montants très importants en termes de dommages-intérêts. La personne, une fois qu'elle sort de prison, encore une fois, après avoir fait sa peine, 15, 20 ans, 30 ans après, si c'est un viol très aggravé, et à ce moment-là, elle peut rembourser la victime. Et je pense que c'est vraiment important. Et pour en avoir défendu certaines, les victimes souvent nous disent c'est bien qu'ils soient punis, mais je veux surtout qu'ils comprennent et que ça se reproduise pas. Donc voilà, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver et à nous de travailler, mais collectivement. C'est pas que les avocats, les juges, c'est aussi la société, les politiques qui doivent porter la voix des citoyens pour que les choses se fassent le mieux possible et qu'on ait des moyens qui nous permettent de soulager tout le monde. Maître, merci parce que c'était un plaisir de vous recevoir, de vous entendre. C'est un plaisir d'être avec vous. On sent tellement la passion pour votre métier et c'était extrêmement clair. Moi, j'ai appris plein de choses. Aujourd'hui, je pense que le chat aussi. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Je vous souhaite une bonne fin d'émission. Merci. Au revoir. Ultra intéressant. C'était notre deuxième Julien. Avec 1000 questions. Là, ce matin, on a appris sur Le Parisien qu'un homme a été donc jugé pour viol sur une enfant de 5 ans. Il a finalement été condamné pour agression sexuelle. Il a pris 1 an de sursis avec un bracelet. Pourquoi l'article expliquait? Donc là, on parle de 15, 20, 30 ans. C'est dans le meilleur des cas où la justice a été rendue. Mais il y a aussi des cas où, des fois, je comprends que les gens soient frustrés, se disent mais est-ce que cette justice, elle a vraiment lieu d'être? Est-ce qu'elle existe vraiment? Mais surtout sur les cas d'agression sexuelle. Tu vois bien que c'est 98% des cas qui sont soit classés sans suite, soit... Et tu te dis, c'est en fait, tu parlais de la loi tout à l'heure. La loi est atrocement mal faite pour juger ce genre de cas-là. Alors, j'ai pas pu lire à Julien qui vient de nous quitter à l'instant les messages du chat, mais les gens étaient vraiment hyper contents de l'entendre sur tous ces sujets. C'était passionnant. Il faut qu'on fasse... Peut-être, je crois qu'on n'a jamais fait d'émission spéciale ABP métier du droit. Non.
Non. On devrait. Oui, on devrait. Enfin, peut-être. C'est une belle idée. Tu vois, en tout cas, faire peut-être parce qu'on fait plus Et on l'émission délocalise dans le 100%, mais tribunal. au moins faire peut-être un gros focus sur les métiers du droit, parce que Il y en a plein Oui, qui parce sont qu'en plus, il n'y a pas que méconnus. les avocats. là, on a fait un sûr. focus sur Il y a l'avocat plein de payé, choses. mais droit des affaires, Plein de c'est choses. passionnant. Droit de la passionnant. propriété intellectuelle. Je pense que c'est même C'est pas passionnant. une émission. Et puis Tu peux même, pas- tu peux pas faire une émission. Le droit Faut en social, faire- faut en puis t'as faire- le rôle le du droit magistrat. social, défendre les salariés, les Le travailleurs. greffier. Le magistrat, le greffier, Bien sûr. il y a plein de Et trucs. puis en fait, le à découvrir. procureur de la République, on Ben oui. parlait qu'il y a la charge Oui. d'accusation. Lui, C'est des vrai. fois, il doit faire appliquer la loi dans des cas Le absurdes. garde des Sceaux. Bah, typiquement, Et les celui qui a conditions, fait figurant et qui a perdu un an de Ouais. retraite, bah, lui, il doit appliquer la loi et mettre ce monsieur à la barre. Enfin, c'est horrible. Il faut quoi. qu'on fasse ça.